Alors, revient cette indemnité de licenciement. Donc, on est dans le cas où la cause réelle et sérieuse n'est pas avérée lors du licenciement. Et à ce moment-là, le salarié, bien sûr, peut demander réparation. Alors, cette réparation, elle se fera, mais de façon différente selon l'ancienneté du salarié et le nombre de salariés dans l'entreprise. Dans le cas où le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté et dans une entreprise d'au moins 11 salariés, à ce moment-là, l'indemnité qui va remplacer la réintégration ne pourra pas être inférieure à 6 mois, 6 derniers mois de salaire brut. Donc en gros, on prendra les 6 derniers salaires et l'employeur les versera en indemnité. Bon, le juge peut décider toujours davantage, hein, mais auquel cas, voilà ce que dit le Code du travail. Et cette indemnité de licenciement, hein, elle viendra s'ajouter à l'indemnité basique de licenciement légale, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de congé payé. Dans les entreprises qui ont moins de 11 salariés et pour le salarié qui a qui a moins de 2 ans d'ancienneté, donc soit le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté, soit il est dans une entreprise de moins de 11 salariés. Alors à ce moment-là, le licenciement sans cause réelle et sérieuse permettra au salarié d'obtenir une indemnité qui va être en fonction du préjudice subi. Et on se basera plus finalement, le juge ne se basera plus sur les 6 mois de salaire brut minimum. Donc ça, ce sera l'appréciation finalement, l'indemnité sera versée en fonction de l'appréciation du juge. Voilà ce qu'il faut savoir. Euh, Ce qu'il faut aussi savoir, c'est dans le cas où le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, auquel cas le salarié devrait logiquement toucher un chômage, avoir le droit au chômage. Et ce qui se passe tout simplement, c'est que il va avoir le droit, il va bénéficier de son chômage, mais comme le licenciement a été injustifié, l'employeur va devoir rembourser à Pôle emploi tout ou partie des allocations versées aux salariés, des allocations chômage. Alors, bien sûr, dans une limite hein, de 6 mois maximum. Donc, il faut savoir que, voilà, en plus de cela, le patron va devoir assumer une partie des allocations de chômage du salarié licencié sans réel motif, hein, finalement. Alors, en ce qui concerne la procédure, donc là, on a une procédure de licenciement qui est vraiment très encadrée par la loi. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que finalement, pour pouvoir licencier, il faut que l'employeur respecte 3 étapes essentielles. Les 3 étapes, c'est la convocation, l'entretien et la notification hein, par lettre du licenciement. Et comme vous pouvez le voir, hein, il y a finalement des intervalles de temps hein, qu'il faut respecter entre ces différentes étapes. Donc concrètement, si on part de la première étape, donc la convocation, du salarié à l'entretien préalable. Donc là, on avait vu effectivement dans la vidéo d'Omar et Fred hein, que quand Omar arrivait finalement au rendez-vous, finalement, il n'était pas du tout au courant du fait qu'il venait pour un licenciement. Alors bien sûr on est vraiment hors cadre là, hein, puisque d'une, il n'y avait pas de contrat de travail, et de deux, il n'y a pas eu de convocation à un entretien préalable. Alors qu'est-ce qu'une convocation à un entretien préalable finalement? C'est le fait déjà pour l'employeur d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception, ou alors une lettre qu'il va remettre en main propre au salarié contre décharge, ça veut dire que le salarié va prendre acte du fait qu'il a eu la lettre et signer une décharge. Et donc c'est là, dans cette lettre-là, où le salarié va être convoqué à un entretien. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette lettre, il va falloir assez logiquement préciser l'objet de l'entretien, le jour, l'heure et le lieu de l'entretien. Et ça, il faut vraiment le savoir, puisque finalement, si tout ça n'est pas respecté, ça peut tout simplement annuler le licenciement. C'est qu'un délai de 5 jours ouvrables doit être respecté entre la réception de la lettre et l'entretien préalable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur, au moment où il va rédiger la lettre et il va l'envoyer, il faut vraiment qu'il calcule son coût hein, pour que il y ait bien les 5 jours entre le moment où le salarié lit la lettre et le jour de l'entretien. Voilà. Et encore une fois, si toutes les conditions que je vais vous présenter ne sont pas respectées, ça peut tout simplement invalider le licenciement ou alors
Donc un retour réintégration du salarié ou si le salarié ne veut pas, des indemnités de licenciement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que durant finalement cet entretien, alors il faudra que dans cette lettre, il notifie tout simplement que la personne pourra être représentée lors de l'entretien. Alors la règle, elle est là au niveau de la représentation, c'est que dans les entreprises qui sont pourvues d'institutions représentatives du personnel, alors chose là, les institutions sur lesquelles on va revenir à la séance suivante, donc la lettre, elle doit préciser obligatoirement que le salarié peut se faire assister par un membre du personnel appartenant à l'entreprise. Imaginons, vous avez un délégué du personnel, un syndicat représentatif. Euh, la personne peut se faire représenter par une personne de l'entreprise. Alors, je vous l'ai mis, il ne s'agit pas forcément d'un représentant, mais en général, c'est le cas. C'est le cas du fait de son statut protecteur. Justement, on y reviendra, quand vous êtes représentant syndicat dans une entreprise, délégué syndical, typiquement, vous êtes protégé encore plus qu'un salarié lambda. Vous avez davantage de droits face au licenciement, ce qui fait que, basiquement, il aura moins peur de venir accompagner son collègue et de le défendre, le cas échéant. Alors, en ce qui concerne les entreprises dépourvues d'institutions représentatives, là, concrètement, là aussi, il peut bien sûr se faire assister et il faudra le renvoyer vers une liste qui est dressée par le préfet, finalement, où là, vous avez une liste de toutes les personnes susceptibles de vous représenter avec l'adresse, bien sûr, où il peut se procurer cette liste. Alors, donc arrive le jour, les 5 jours s'écoulent entre la lettre et l'entretien, donc arrive l'entretien préalable. Alors, qu'est-ce que l'entretien préalable? Finalement, c'est pas, il n'est pas là juste pour que l'employeur notifie le licenciement, pas du tout. Puisque finalement, pourquoi toutes ces étapes? Ces étapes, elles sont là pour inviter à la fois l'employeur et le salarié à, à réfléchir finalement au licenciement, au litige par exemple qui peut les opposer, et peut-être à mettre en place une conciliation. En rien, l'objectif n'est vraiment de licencier. Ça s'étale dans le temps en fait pour permettre aux deux parties de réfléchir. Donc concrètement, lors de cet entretien, l'employeur va indiquer au salarié les motifs de la décision. Pourquoi est-ce qu'il envisage de le licencier? Il l'envisage. Et à ce moment-là, il va essayer de discuter avec le salarié et peut-être recueillir des explications de sa part. Donc il sera pas question, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, de notifier la décision de licencier. Puisqu'encore une fois, l'entretien, il est là pour discuter et pourquoi pas repartir d'un bon pied et repartir sur la poursuite du contrat de travail. Donc l'entretien préalable n'est pas obligatoire pour le salarié. Donc ce que fera l'employeur tout simplement, c'est qu'il va constater son absence et il poursuivra tout simplement la procédure. Mais bon, en aucun cas, par contre, à côté de ça, le salarié ne peut envoyer une personne pour le représenter. Donc s'il n'est pas là, écoutez, c'est qu'il accepte la décision de l'employeur qui va poursuivre la procédure. Donc, à ce moment-là, imaginons donc il y a eu entretien préalable, finalement le conflit perdure, l'employeur décide donc de licencier. Alors, il va devoir le notifier, ce licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Et là, ce que je vous ai mis en gras, c'est important, là aussi. On va dire que le diable se cache dans les détails. Au moins 2 jours ouvrables après l'entretien préalable. Voilà. Donc il faut que au moins 2 jours ouvrables après, au moins, après l'entretien préalable, la lettre de licenciement arrive. Pas directement. Faut que l'employeur montre concrètement qu'il a pris le temps de la réflexion pour envoyer sa lettre de licenciement. Alors, par contre, en cas de licenciement disciplinaire, donc la différence, imaginons là, on est sur un licenciement non disciplinaire, donc c'est 2 jours ouvrables après l'entretien préalable. Par contre, en cas de licenciement disciplinaire, c'est 1 mois maximum après la date de l'entretien préalable. Voilà. Donc il y a quand même un délai de réflexion quand même plus important dans le cas d'un licenciement disciplinaire que dans le cas d'un licenciement non disciplinaire. Bon,
Toujours est-il, ça je vous le dis souvent hein, depuis le début du cours, la convention collective peut prévoir des délais différents. Ça, il faut le noter. Dans la lettre, bien sûr qu'il faut qu'elle énonce les motifs du licenciement. Et cette dernière phrase, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la lettre fixe les limites du litige. Ça signifie qu'en gros, là, l'employeur va mettre tous les griefs qu'il vous reproche, hein, pourquoi est-ce qu'il vous licencie. Et imaginons s'il y a conflit plutôt devant les prud'hommes, il ne sera pas question qu'ils sortent d'autres griefs hein, en dehors de ceux qu'il aura notifiés dans la lettre de licenciement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est écrit que la lettre fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Il faut vraiment que tout soit notifié et qu'il n'y ait pas de grief qui sort du chapeau en quelque sorte, hein, si jamais le salarié décide d'aller au prud'homme. Alors, à côté de ça, malheureusement, l'entreprise peut décider de licencier pour un autre motif qui est le motif économique. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure est totalement différente. Alors, donc le licenciement pour motif économique, ben, c'est un licenciement effectué bien sûr encore par l'employeur, mais là, ce sont des raisons non personnelles. C'est pas pour motif personnel, mais vraiment pour des motifs, des raisons qui ne sont vraiment pas liées au salarié lui-même. Alors, généralement, il est motivé, comme je vous le disais, par des raisons économiques, et plus particulièrement avec des exemples, une suppression par exemple une suppression du poste, tout simplement, hein, du fait de la difficulté économique. On ne peut pas avoir gardé le nombre de salariés qu'on a actuellement, donc on est obligé de supprimer quelques postes. Donc généralement, on va supprimer les postes des derniers salariés arrivés, ou alors le cas d'une transformation de l'emploi, hein, une mutation technologique, je sais pas, un nouvel outil sur le marché, une nouvelle méthode de travail qui fait que enfin, le salarié a des compétences complètement obsolètes. On peut envisager cela. Ou alors la modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui a été refusé par le salarié. Et, le patron, imaginons, a besoin de baisser les salaires. Donc là, il veut mettre en place un plan de sauvegarde économique. Le salarié refuse. Effectivement, ça va justifier un licenciement économique. Alors, ce qu'il faut savoir, donc la différence par contre par rapport au licenciement pour motif personnel, c'est que là, il va y avoir une obligation préalable de reclassement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait finalement de proposer au salarié un reclassement sur un emploi qui va relever de la même catégorie de son ancien emploi, par rapport à son ancien emploi. Avec bien sûr à la clé une rémunération équivalente. Et à défaut, et bien sûr sous réserve de l'accord express du salarié, euh, le reclassement s'effectuera sur une catégorie inférieure. Donc le reclassement, c'est dans un premier temps, on essaie de replacer la personne dans un emploi équivalent. Et si c'est pas possible, à ce moment-là, avec accord du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés. Donc, euh, donc les exemples que je vous donnais plus tôt, hein, finalement, par exemple, transformation de l'emploi, etc., avant d'opérer le licenciement économique, et bien sûr que l'entreprise doit prouver que tous les efforts de formation, d'adaptation ont été réalisés, et que malheureusement le reclassement de l'intéressé ne peut pas être mis en place. Voilà. Mis en place, alors possibilité, hein, mis en place sur le territoire national ou dans les autres entreprises du groupe. Il n'y a pas de possibilité. Donc malheureusement, on doit opérer un licenciement pour motif économique. Alors à ce moment-là, la procédure va varier là aussi en fonction de l'importance du nombre de salariés concernés. Et on va faire en sorte d'accompagner ce licenciement par des mesures sociales. Alors, concrètement, euh, la procédure en elle-même, l'entretien préalable, etc., va être la même que le licenciement pour motif personnel, mais il va exister des particularités. Alors, pour justement les salariés qui vont être licenciés hein, pour motif économique, on va situer dans les entreprises, par exemple, de moins de 1000 salariés. Et là, ce qu'on leur demande à ce moment-là, c'est de proposer
aux salariés un contrat, on appelle ça de sécurisation professionnelle, CSP. Donc le contrat de sécurisation professionnelle, finalement, euh, donc va être proposé aux salariés avec, comme je vous l'ai mis, un délai de réflexion de 21 jours pour l'accepter. Et concrètement, c'est quoi? C'est le fait pour l'entreprise de mettre tout ce qui est possible pour organiser, pour faire en sorte que le salarié soit accompagné pour retourner à l'emploi. Donc, on va lui proposer finalement un contrat de sécurisation professionnelle, c'est-à-dire un contrat où on va le mettre en lien avec Pôle emploi et on lui proposera vraiment de l'accompagner au jour le jour sur une possible reconversion, sur une possible création d'entreprise, reprise d'entreprise, pour lui permettre peut-être de se former, d'évoluer, pour retrouver très rapidement un emploi. Par contre, l'entreprise a au moins 1000 salariés, donc au moins plus de 1000 salariés. Là, ce n'est pas un contrat de sécurisation professionnelle qui va être proposé, mais plutôt un congé de reclassement. C'est quoi un congé de reclassement? C'est un congé d'une durée de 4 à 12 mois plutôt, qui va permettre tout au long de cette période-là aux salariés de bénéficier d'actions de formation payées dans le cadre du congé, euh, financées en partie par l'entreprise. Et là, on va être vraiment dans des formations précises et des aides précises pour finalement la recherche d'emploi. Donc voilà, je sais pas, après je ne sais pas ce que vous en penserez. Toujours est-il que ces propositions, on va dire que ces contrats et ces congés ont le mérite d'exister. Mais voilà ce qui potentiellement peut être proposé aux salariés pour leur permettre de retrouver plus facilement un emploi. Alors, pour le licenciement économique, dans tous les cas, il va être avéré là aussi par une lettre qui va être envoyée en recommandé avec accusé de réception. Une lettre motivée, ça veut dire que là aussi, on va expliquer ce qui motive le licenciement. Et puis, elle va proposer aussi obligatoirement, ça c'est obligatoire pour l'entreprise de préciser que le salarié aura une priorité de réembauchage pendant un an pour le salarié qui le désire, bien sûr. Donc ça veut dire que si l'entreprise va mieux, pendant un an, il y aura une priorité de réembauchage. Et bien sûr que le salarié devra répondre à cette lettre en disant que oui, oui il désire que la priorité soit mise en place. Et dès lors, si l'entreprise va mieux et qu'elle désire réembaucher, elle sera obligée finalement de le reprendre. Donc ça, il faut le savoir. Mais toujours est-il qu'il y a eu des litiges avec certaines entreprises euh, le salarié n'avait pas été rembauché et quand on a creusé, à l'époque le litige avait été creusé, c'est parce que le salarié n'avait pas notifié son désir d'être réembauché. Et bien sûr que derrière, le licenciement doit être notifié à l'inspecteur du travail de façon obligatoire. Alors, donc là, on s'arrête et on repart donc moi je repars sur une nouvelle vidéo sur les autres modes de rupture du contrat de travail.